Salut à toutes et à tous, regardez un nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur YouTube, sur notre site mediatv.fr, mais également sur Molotov et sur le canal 165 de la Freebox. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors comment tu vas aujourd'hui ? Bon écoute, ça va plutôt pas mal, je tiens l'arrêt du tabac, ça c'est bien, hein. C'est pas mal quand même. Ça fait combien de jours déjà ? Ah non, c'est pas en jours, c'est en mois. Ça fait 2 mois et demi, un truc comme ça. On continue de compter et de regarder tes cigarettes électroniques. Et ça ne me rend pas du tout nerveux, je tiens à le préciser. On commence par le préambule. Absolument, comme d'habitude, hein, donc c'est maintenant inscrit dans le marbre. Alors ce préambule, il est nourri par des internautes qui m'ont fait remarquer quelque chose que je n'avais pas vu. Je vous avais passé la semaine dernière une vidéo de Rachel Kahn qui parlait notamment des éléments de langage et de la stupidité et de la pauvreté des argumentaires des gens de gauche. Rachel Kahn qui parle de la pauvreté des argumentaires, c'est assez sidéral. Et en fait, je n'avais pas réalisé qu'elle a un problème avec les mathématiques. Je vous laisse revoir cet extrait, tendez l'oreille. Ce qui est détestable et ce qui est... je ne sais même pas comment le qualifier. C'est la faiblesse intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, comme disent les jeunes, matrixés par l'idéologie victimaire islamiste qu'ils ne rebondissent que sur 3 mots, extrême droite, facho, génocide, colonisation. Voilà, c'est le truc. Et donc, dans chaque tweet, si vous n'avez pas le mot extrême droite, colonisation, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la ligne. Voilà, je trouve ça assez drôle parce que, en fait, même alors, sur le fond, c'est complètement stupide, mais en plus, sur la forme, je veux dire, elle n'arrive pas à compter jusqu'à 3. C'est tout à fait remarquable. L'autre chose, alors... C'est un peu fastoche, mais je voulais quand même vous partager ce grand moment de radio et de télévision. Il a fait seulement 22% à la dernière présidentielle, donc il n'est pas très connu. Il est juste le chef de file et le patron, le porte-parole, on va dire maintenant, d'un grand parti de gauche. Et visiblement, notre confrère du grand jury RTL a encore du mal à se souvenir de son patronyme. Je vous laisse écouter. Dans ce grand jury, Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ce qui se passe au Parlement... Allez, Moumou, c'est facile, nous on n'est pas en direct. Oui, exactement. Nous, on est en différé et il nous arrive régulièrement de nous reprendre. On peut tous faire des lapsus, sauf que, généralement, moi, c'est plutôt Christophe, Sylvie, Sophie. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait chercher. Jean-Luc Figaro pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, je pense que ça a dû faire son dimanche à Méluge. D'ailleurs, on le voit se marrer sur la vidéo. Je trouve ça assez étonnant. Je pense qu'il y a une part de stress et je lui en veux pas. Évidemment, on est tous dans la même condition. Le dernier préambule, c'est un mercato. Donc le mercato, c'est le fameux, un peu comme dans le football, c'est le fameux, les échanges, vous savez, ils sont tous interchangeables. Les Benjamin Duhamel et compagnie, on les retrouve sur une chaîne un jour, sur une chaîne l'autre jour, dans une radio et ainsi de suite. Et là, en fait, ils vont lancer pour les grandes gueules de RMC. D'ailleurs, on va y revenir la semaine prochaine sur les grandes gueules, parce que je trouve que c'est un concept tout à fait passionnant. Ils vont en fait tenter de capter de futurs experts, et pour ça, on va voir la capture d'écran. Ils vont en fait appeler tout le monde et n'importe qui à venir dire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire la tautologie, sur leur plateau. Donc ils assument complètement que ce n'est pas un plateau d'experts, c'est un plateau de gens qui vont trier sur le volet en fonction, on imagine bien, de profils de braillards, de grandes gueules, c'est le terme d'ailleurs, et de gens qui en fait n'y connaissent pas forcément quelque chose. Je veux dire, a priori, on va chercher des experts, on va chercher des gens dans le calme, dans le silence. Des citoyens, Mourad, des citoyens, citoyennes. Dans ce cas-là, tu fais un panel. Je veux dire, un panel de gens, mais comme ça arrive, par exemple, sur France Inter, pour leur prix littéraire, ils vont chercher des gens qui motivent leur intérêt pour le livre, pour la lecture, pour la littérature. Là, on soupçonne quand même un tout petit peu, je peux me tromper, mais on soupçonne un tout petit peu quand même qu'ils aillent chercher les pires cas d'espèce pour pouvoir faire du buzz. Et incarner le peuple. Oui, c'est exactement. De gros voir guillemets. La populace. C'est parti pour les tops. Alors,
Elle me fait rarement marrer, mais là quand même, Ségolène Royal. Alors c'est marrant, c'est dans la même émission du grand jury RTL. Il y a Mélenchon donc, qui va parler d'Hollande et qui va le qualifier, François Hollande, de machine à tromper. Évidemment, à tromper son électorat. Et regardez la réaction de Ségolène Royal. Franchement, ça m'a fait sourire, ça m'a même fait marrer. Et je pense que j'ai pas été le seul pour ça. Et là, je trouve cette répartie absolument magnifique. Et je voulais simplement vous la partager. Donc, bravo à Ségolène Royal pour cette répartie et ce tac au tac. On poursuit avec France Info. Oui, alors on est dans une bataille sémantique. Absolument importante, extraordinaire et qui est amplifiée par l'histoire des otages. On en reparlera peut-être, mais et donc c'est très compliqué en fait d'avoir quelque chose d'audible, quelque chose de mesuré. Et là, Charles Anderlin et Lucas de Villepin, donc qui est de France Info, lui et donc Charles Anderlin, qui est l'ancien correspondant à Jérusalem de France Télévisions, ils vont évoquer de nouveau le soutien de Netanyahou au Hamas, qui me semble être une donnée très importante dans la compréhension de ce qui se passe en termes de géopolitique au Moyen-Orient. Je vous laisse les écouter. C'est très, très difficile à contrarier. La responsabilité de Benjamin Netanyahou, elle est quand même beaucoup plus forte que pour les autres dirigeants parce que pendant des années, c'est quand même Benjamin Netanyahou qui a permis au Qatar d'envoyer des valises de billets à Gaza pour acheter un petit peu la sécurité, le calme. Oui. Charles Anderlin, allez-y, on vous écoute. Oui, je m'excuse, ce ne sont pas les valises qui représentaient quelques millions de dollars en liquide. C'est effectivement, et cela a été démontré d'ailleurs par Udi Levy, le patron qui au Mossad était chargé de la lutte contre l'argent du terrorisme, Benjamin Netanyahou a permis les transferts de milliards qui venaient de Turquie et du Qatar par d'autres voies que par des valises au Hamas à Gaza. Vous savez, pour construire une telle forteresse souterraine, préparer une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, qu'il faut payer chacun 500, 600 euros, chaque Kalachnikov coûte aussi ces chiffres-là. Et donc, tout cela, c'est une responsabilité énorme. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Benjamin Netanyahou a déclaré que si Israël veut empêcher la création d'un État palestinien, il faut permettre le financement du Hamas. Il faut rappeler que le gouvernement israélien aujourd'hui est celui qui est le plus annexionniste, le plus religieux depuis le début de l'histoire d'Israël. Et Moumou, les tops ne seraient pas les tops sans un top paradoxal. Bah oui, je suis obligé maintenant que tu as, mais c'est toi, je rappelle quand même, parce que les gens qui ne nous suivent pas forcément de manière régulière ne sont pas au courant, mais c'est toi qui as créé la mode des tops paradoxaux. D'ailleurs, je croise régulièrement des gens avec des t-shirts top paradoxal, je suis un top paradoxal et ainsi de suite. Ouais. Dans les rues. Et dans les rues de Montreuil. Et moi, je suis le pape. On continue donc. De quoi parle ce top paradoxal ? Nous parlerons de ton parcours, un peu plus tard. Alors, ça concerne Olivier Faure. Alors, c'est extraordinaire. Il est taxé par une journaliste politique d'RMC que je ne connaissais pas, qui s'appelle Hélène Terzian. Il est taxé de gauchiste. Olivier Faure, gauchiste. Alors, je me demande quel est le logiciel, quelle application elle a téléchargé, elle s'est imposée pour arriver à cette définition. Olivier Faure, on peut lui reprocher beaucoup de choses, on peut le taxer de beaucoup de choses. De gauchiste, je trouve ça un tout petit peu gonflé. Je vous laisse écouter. C'est frappant de voir la métamorphose d'Olivier Faure quand même ces dernières semaines. Olivier Faure est connu jusque-là pour être le gauchiste, être dans l'aile gauche du PS, très opposé à la ligne de François Hollande notamment. Alors je suis pas sûr que même Frontière considérerait Olivier Faure comme gauchiste. Ah oui, avec la fenêtre d'Overton. Je pense même pas. Je pense même qu'il le mettrait comme un espèce de centriste mou, collaborateur de l'UE ou je sais pas quoi, mais gauchiste, Olivier Faure, on peut vraiment, je le redis, on peut lui reprocher beaucoup de choses, pas franchement ça. Et on passe au flop. On commence par Philippe Brun. Oui, Philippe Brun, qui est officiellement un député socialiste et qui va
vouloir faire un bon mot, sauf que pour faire un bon mot, alors je pointe ici assez régulièrement les punchlines, les raccourcis et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à tuer père et mère pour pouvoir avoir un bon mot qui va être repris. Et lui va avoir un mot absolument abject, une expression absolument abjecte concernant leur refus de voter la censure du gouvernement. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Prochaine fois. Alors qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On s'est dit, on ouvre la discussion. Est-ce que la discussion est terminée? Elle n'est pas terminée. Nous avons dit, on se met autour de la table pour essayer de sortir le pays de l'ornière, pour défendre l'intérêt national. Pour l'instant, le compte n'y est pas, nous l'avons dit. Le vote de jeudi, ce n'était pas un vote de confiance au gouvernement, c'était un vote de cessez-le-feu. De cessez-le-feu, voilà. C'est un vote de cessez-le-feu. On met tout le monde autour de la table pour continuer à discuter. Ça veut dire que puisque vous employez cette métaphore, ça veut dire que les combats peuvent reprendre. C'est le principe d'un cessez-le-feu, ou alors ils annoncent une trêve définitive. Donc, avec la situation qu'on connaît au Moyen-Orient, il va utiliser l'expression cessez-le-feu. Je veux dire, il y a des gens, à juste titre, qui ont été descendus, flingués pour avoir fait des comparaisons d'événements politiques ou autres avec la Shoah, par exemple, et c'est tout à fait justifié. Simplement, là, on n'a pas le droit de prendre ce genre de terme. D'autant que... Alors, peut-être qu'il a de mauvaises influences qui l'ont... alors, c'est Christine Kelly qui apparaît à l'écran, la chroniqueuse et l'agent spécial d'Éric Zemmour sur CNews. Peut-être que c'est ça, mais je ne comprends pas qu'on ait comme ça une espèce d'absence totale du réel, qu'il puisse sortir ça sur le plateau de télé. Pourquoi pas? Peut-être qu'après, il aurait réalisé qu'en fait il avait dit une énormité, mais en fait il l'a tweeté, et donc il était très fier de sa sortie, de cesser le feu. Je ne piche pas qu'on puisse à ce point-là faire preuve d'indécence, donc je demanderai à Philippe Brun éventuellement, et puis aux journalistes qui le reçoivent, de faire preuve d'un peu plus de recentrage sur des choses décentes tout simplement. Je ne demande pas grand-chose, juste un peu de décence. On reste sur CNews. Oui, alors, il y a eu donc un débat que je trouve assez intéressant, auquel j'ai participé, pour être très transparent, sur la question des otages israéliens et des otages, des otages ou prisonniers palestiniens. Et nous sommes assez nombreux, de manière documentée, à estimer qu'en fait, on parle d'otages israéliens, ce qui est un fait. C'est normal. Mais on ne parle pas d'otages palestiniens. Alors qu'un nombre très important, excessivement important, y compris des mineurs, y compris des femmes palestiniens et palestiniennes, sont dans les geôles israéliennes sans jugement, sans aucun grief, sans que ce soit des terroristes. Et bien pourtant, au cours de la semaine passée, surtout ce week-end, à l'instar donc de Ferrari, de Laurence Ferrari, de nombreux médias vont faire la différence entre des prisonniers ou otages israéliens et des prisonniers ou otages palestiniens. Je vous laisse écouter. Difficile car l'accord n'est pas encore finalisé, le Hamas le remet en cause à chaque seconde et que fondamentalement, il n'est pas possible de faire confiance à des terroristes qui n'ont cessé de faire preuve de barbarie contre la population israélienne et aussi contre la population palestinienne. Les scènes de liesse hier dans la bande de Gaza, Kalachnikov en l'air et slogan « Vengeurs contre Israël » ne laissent rien présager de bon. S'il y a un cessez-le-feu, il n'y a aucune solution politique en vue, pas même le début d'un processus de paix viable à long terme. Israël prend donc un risque sécuritaire majeur pour tenter de sauver ses otages et accepte de libérer de 30 à 50 terroristes aux mains couvertes de sang pour sauver un seul otage. Alors, il y a un de tes amis abonné au Flop, Luc Ferry, l'ancien ministre Luc Ferry, il a encore frappé. Ah, il est extraordinaire, ce garçon. Je demande vraiment à Darius Rochebain, mais en quoi vous l'invitez encore? Alors, on enregistre ce mardi, ça sera diffusé mercredi soir. Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, s'il va être réinvité, mais il pète régulièrement les plombs, et notamment quand on lui fait remarquer qu'il dit n'importe quoi, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Eh bien, Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, quand même, c'est extraordinaire, avec une descendance que vous devinez. Je trouve formidable son comportement et son espèce d'humilité, de mesure et de dignité face à Darius Rochebain, donc le journaliste d'LCI. Je vous laisse écouter sa réaction quand on lui demande gentiment de ne pas utiliser la comparaison avec Hitler de manière complètement déraisonnable. Je vous laisse écouter. L'Arabie saoudite est corrompue
est antisémite aussi, mais a compris son intérêt supérieur. Mais vraiment, Ben Salman, c'est une... Hein, il n'est pas mieux que Hitler, oui. Voilà. Non, n'exagérons pas. Non, j'exagère pas du tout. Non, regardez. Oh non, au Yémen, non, je n'exagère pas, ça a été un vrai génocide. Et le Yémen, le Yémen, non, là, vous ne connaissez pas. Non, ça c'est autre chose. Ce qu'il a fait au Yémen, non, c'est pas autre chose, c'est un véritable... Retirons la comparaison. Je termine. Non, vous êtes désolé, c'est crime contre l'humanité sur crime contre l'humanité. En tout cas, quand on parle... Allez, on retire la comparaison avec Hitler, s'il vous plaît. Non, je la retire surtout pas. Non, vous la retirez si ça vous fait plaisir. Je la retire aucun cas, s'il vous plaît. Je la retire pour vous. Non, attendez, vous arrêtez là. Ça suffit, Darius. Je vous dis, ça suffit. Je ne retire rien et vous retirez rien pour moi. Non, mais je vous en prie, ça suffit maintenant. Et j'ajoute... Non, vous ajoutez rien et vous ne retirez rien à ma place. Pour être complet, j'ajoute d'ailleurs que les crimes... Non, mais ça suffit. Sinon, je quitte le plateau. Les crimes commis par l'Arabie Saoudite... Non, mais vous n'avez pas à me dire des choses comme ça. C'est insupportable. Vous n'avez pas à me couper la parole. Non, mais ça, je la coupe exactement comme je veux et vous ne retirez rien à ma place. Voilà. Hitler est un cas particulier dans l'histoire. Non, ça suffit, je sais aussi bien que vous n'allez pas me donner des leçons de morale. Non, ça suffit, Darius. Je n'en peux plus de vos remarques insupportables. J'ajoute pour la bonne histoire que les crimes dont vous avez parlé au Yémen ont été commis aussi en partie avec des armes françaises. Comme ça... Mais ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. Donc, encore une fois, je ne supporte pas que vous retiriez des choses à ma place. On poursuit avec Marlène Schiappa. Oui, l'ancienne ministre. Absolument, le fameux fonds Marianne de 2,5 millions d'euros qui a été dilapidé auprès des copains, pour pas dire des coquins, à l'instar, notamment, je le redis, de Mohamed Sifawi dont nous parlions ici il y a quelques jours. Alors, donc, elle va être décorée de la Légion d'honneur, une fois de plus, après des gens comme Florence Bergeau-Blaclair, notamment, et puis Caroline Fourès, donc on dirait une prime à la casserole. Et juste, il y a un internaute qui s'appelle Max Loisel qui a reposté de manière tout à fait pertinente une déclaration du président d'une commission d'enquête sur cette question du fonds Marianne qui est arrivée à une conclusion sans appel. Je vous laisse écouter. Je répète et je rappelle que ça lui vaudra la Légion d'honneur. C'est tout à fait hallucinant. Vous constaterez qu'à toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. Ce constat que je fais devant vous ne doit pas et ne nous conduit pas à jeter l'opprobre sur la politique publique de lutte contre le séparatisme et la promotion des valeurs républicaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit, je le crois, d'un combat essentiel et tout à fait légitime. Mais, comme l'a rappelé le président, nous nous sommes attelés, au long des auditions, à interroger les faits, leur chronologie entourant la création et la mise en œuvre de ce fonds. Et le constat est sans appel sur la dérive de ce que nous appelons un coup politique. Alors, la rubrique au microscope, Mourad, de cette semaine sera consacrée au Sleeping Giant. C'est une organisation qui va à l'assaut des médias condamnés pour apologie de la haine, etc. C'est une organisation dont les membres sont plutôt discrets, mais tu as réussi à évoquer les actualités récentes avec un de ses membres et tu vas nous faire état de l'interview que vous avez eue. Absolument. Alors, on a déjà parlé ici des Sleeping Giants, je le rappelle, sauf que là, il y a une actu particulière qui me semble intéressante. Ils ont annoncé sur leur compte X, Twitter, une bonne nouvelle, c'est comme ça qu'ils l'annoncent, à savoir que, donc ça peut être énigmatique pour qui ne connaît pas le fonctionnement, ils annoncent que les corsaires, le compte X monté, alors je lis ce qu'ils écrivent, monté par une filiale de Bolloré, rien que ça, Progressif Média, pour partager les intérêts du boss par du harcèlement de masse, vient d'être suspendu. Alors, je le redis, ça peut paraître énigmatique, donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, et c'est intéressant dans cette période de guerre sur les réseaux sociaux. On va d'abord peut-être rappeler, alors j'ai eu Rachel qui m'a accordé une interview, donc une des porte-paroles, une des militantes, qui m'a accordé une interview, et on va peut-être rappeler un peu l'historique de la création des Sleeping Giants. Je vous laisse écouter. Les Sleeping Giants sont nés aux États-Unis en 2016
suite à la première élection de Donald Trump et le fait que le fondateur initial, Mark Rivets, a remarqué que le site extrême droite Breitbart avait joué un rôle important dans cette victoire et que sur ce site se trouvaient des publicités, notamment la publicité d'une entreprise qu'il connaissait, Mac, et dont il savait qu'il ne serait jamais d'accord de s'afficher à côté de tel contenu. Donc, son premier réflexe était: regardez, vous affichez sur ce site toxique, est-ce que ça vous va de le financer via votre publicité? Et la réponse immédiate était: au secours, on ne le savait pas. Bien évidemment que non, donc on va exclure ce site de notre AdBuy. Et voilà, ça c'est l'histoire initiale de Sleeping Giants aux États-Unis. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, Steve Bannon, qui était devenu conseiller également de Trump, avait prévu d'ouvrir des Breitbart en France, partout en Europe en fait, pour y provoquer le même séisme vers l'extrême droite. Et que suite à ça, on a été contacté pour savoir si on n'était pas d'accord de monter une antenne française. Donc c'est troublant parce qu'en fait on a l'impression du film, vous savez, un jour sans fin. C'est-à-dire qu'on revit le même truc tout le temps. C'est-à-dire que là on revit l'investiture de Donald Trump et ça a été créé justement pour l'arrivée de Donald Trump, mais il y a quelques années déjà. Et donc l'utilité est encore plus flagrante et les réactions sont de plus en plus violentes, me semble-t-il. Alors, il faut comprendre le mode opératoire des Sleeping Giants. Comment font-ils pour se mettre de manière frontale? Parce qu'ils sont courageux. Tu disais qu'ils sont discrets, mais oui, parce que pour des raisons de sécurité, tout simplement. Et ils sont anonymes, sinon ils se prendraient des volets de bois vert de manière, y compris personnelle. Donc il faut juste, je vais juste rappeler leur mode opératoire et la manière dont ils opèrent sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter Rachel. Nous alertons des annonceurs qui se trouvent sur des médias toxiques à leur insu, généralement, parce que dans 99% des cas, les annonceurs ne savent pas que leur publicité y est affichée. Du fait que via leur placement, ils financent un tel ou un tel média qui tient un discours raciste, homophobe, sexiste, xénophobe, et est-ce que cela est en adéquation avec l'image de marque qu'ils souhaitent véhiculer? Du coup, quand on constate qu'il y a une publicité qui se trouve sur un site ou un média, on prend un screenshot, on prend une capture d'écran, on la poste en disant: regardez, voilà, tel média a été condamné pour racisme. Est-ce que ce placement involontaire vous convient? Sinon, il est peut-être temps de veiller à investir plutôt dans des supports qui, qui sont en accord avec votre image de marque. Alors, c'est intéressant de pouvoir prévenir comme ça les marques de manière, j'ai presque envie de dire, posée, polie, leur dire, voilà, vous ne savez peut-être pas, mais votre marque est associée pour des raisons publicitaires, parce que ce sont des régies en fait qui vont déposer sur Valeurs Actuelles, sur CNews et compagnie, des publicités qui vont alimenter ces médias en argent, et donc ils vont les prévenir. Mais est-ce que ça a réellement une efficacité? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, alors moi je les suis depuis très longtemps, nous échangeons parfois, mais je les suis sur les réseaux depuis très longtemps et voilà les résultats, me semble-t-il, et je pense que ça correspond à la réalité. Vraiment, les résultats sont très très satisfaisants. Nous avons des résultats assez probants. Plusieurs milliers de marques, plus de 2000 marques françaises ont stoppé suite à notre alerte d'information de s'afficher sur au moins un média toxique. Certaines marques ont cessé carrément sur un groupe de médias de ce type et à longue durée.
Donc, nous estimons que c'est effectivement probant. Et nous constatons, comme nous surveillons évidemment l'évolution des choses, nos data nous disent que pour le nombre de marques qui ne répondent pas, c'est leur liberté, nous constatons quand même qu'elles ne s'affichent plus sur le média pour lequel nous l'avons alerté. Alors, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Donc, c'est par rapport à cette affaire de corsaires. Donc, qui sont les corsaires? En fait, ce sont des mercenaires payés par Bolloré, avec un truc écran, évidemment. Il ne va pas directement créer une boîte Bolloré corsaire. Donc, un écran, en fait, qui va harceler. Donc, ce qui est un délit en France depuis peu de temps, mais c'est un délit d'harceler en ligne, et c'est ce qu'ont subi les Sleeping Giants. Donc, forcément, par rapport à leur engagement, il était évident qu'il y aurait des ripostes. Alors, il y a eu une riposte judiciaire pour obtenir... Alors, la riposte judiciaire, vous savez, il y a ce qu'on appelle les procès bâillons. Les procès bâillons, c'est pour, en gros, couler un média indépendant ou un journaliste indépendant en disant on va l'attaquer, parce que nous, on a les moyens de le faire, on a les moyens de payer les avocats, mais en face, le gars ou le média indépendant n'aura pas les moyens, et donc ça va le mettre sous l'eau. Et il y a autre chose, c'est ce type de procès qu'ils ont subi, qu'ils vont peut-être encore subir, c'est pour dévoiler leur identité, en fait, puisqu'il y a une enquête, et les avocats peuvent demander à ce que soient identifiés les gens des Sleeping Giants. Et donc, ils vont subir ça, en plus du harcèlement, et donc, ils vont subir la création, c'est quand même extraordinaire, de cette fameuse boîte de com, Progressive Media, créée par Bolloré, qui va les harceler, et dont ils ont obtenu, j'imagine, grâce à des interventions diverses et variées, mais pas que EUX, la suspension du compte. Je vous laisse écouter Rachel qui va nous expliquer exactement comment ça s'est passé. Le seul procès dont nous avons connaissance, et nous avons eu connaissance a posteriori, est celui de Russia Today, qui a essayé d'obtenir nos identités afin de nous doxer auprès de la fachosphère, on suppose. Donc, ce n'est pas étonnant que les médias russes ne prennent pas goût à notre idée de la démocratie et de la liberté d'expression. De l'autre côté, comme nous avons vidé CNews et certains créneaux de C8 qui appartiennent donc à Bolloré, ils ont organisé une action cachée qu'ils prétendaient spontanée et issue d'un collectif de citoyens qui s'appelait Corsair, qui s'appelle toujours Corsair. On a découvert leurs actions en 2021 et leur méthode est de faire du spamming et du harcèlement des annonceurs. Donc, leur modus operandi était de rebondir à une alerte d'information faite par rapport à CNews ou à l'époque aussi Valeurs Actuelles, et de lancer des centaines puis des milliers de tweets à l'encontre de la marque, ce qui mettait effectivement la timeline et les notifications de la marque hors service. Donc, il y avait une nuisance réelle. En plus des mailings et des contacts des LinkedIn privés, par exemple, des gérants de cette marque ou des community managers. Et voilà. Mais tout ça financé, comme on a su dès 2023, lorsque Bolloré a pris des parts dans Progressive Media et Newsol, qui étaient les deux agences catho-identitaires que nous avions identifiées par notre travail au CINT et avec certains journalistes comme être derrière l'action spontanée et citoyenne
des corsaires. Euh, Nous savions donc que tout ça a été piloté par Bolloré et financé. Il y a eu quand même un investissement au niveau de la publicité, du mass mailing. Il y a eu des moments où ils ont fait des tags et des affichages sauvages dans Paris. Ça a vite cessé, par contre. Et on a évidemment bien investigué leur action et les agences qui sont derrière cette activité vraiment intéressées et pas du tout citoyennes. Alors, on les accuse régulièrement, notamment les adversaires des Sleeping Giants, qui ne sont pas forcément des gauchistes invétérés, les accusent régulièrement d'être des acteurs, des militants politiques. Ouais, ça dépend. La conception qu'on a du mot politique. Et je rappelle que, en fait, ils ne reprochent pas à ces médias, CNews, Valeurs Actuelles et autres, ils ne leur reprochent pas de commettre des erreurs, des imprécisions. Moi, j'ai toujours dit ici, on l'a toujours dit, qu'on peut commettre des erreurs. Par contre, à partir du moment où on multiplie les erreurs et les fake news, ça devient une ligne éditoriale qui est difficilement défendable. Et donc, ils vont, en fait, répondre à cette attaque de dire que c'est politique en acquiesçant, finalement, oui, c'est un combat c'est un combat citoyen, mais qui peut s'apparenter à un combat politique. Je vous laisse écouter Rachel. Si on estime que les droits de l'homme, le respect des minorités, de toutes les minorités, est un acte politique, alors oui. Est-ce que en politique, en nous disant politique, on veut nous associer à un parti politique? C'est non. C'est très clair, nos followers, nos soutiens viennent de tous les partis les plus extrêmes et surtout l'extrême droite, évidemment pas inclus. Et donc non, être bienveillant, souhaiter voir disparaître la haine en ligne et ne pas être rentable n'est pas lié à un parti politique. Alors, on peut leur faire un reproche, puisqu'ils se battent contre des gens qui propagent des fake news, et pour autant, ils se retrouvent à être extrêmement présents. Ils ont des milliers et des milliers de followers sur Twitter, enfin X, au moment où, alors là, nous enregistrons mardi, je rappelle qu'il y a eu une campagne hier pour partir pour quitter, Hello quitter X, et d'être sur Twitter, possédé par Elon Musk, à qui on peut reprocher un certain nombre de choses. Donc il y a une espèce de paradoxe, et j'ai voulu en savoir un peu plus par rapport à ça, et savoir s'ils allaient rester ou non sur Twitter. C'est quand même important pour les Sleeping Giants. Je vous laisse écouter. Tout à fait. Nous espérons que dans un futur proche, la plupart des marques auront quitté cette plateforme toxique. À partir de ce moment-là, nous pourrions également la quitter. Pour la transparence de notre action, c'est-à-dire nous prévenons les marques publiquement. Donc on sait exactement ce qui se dit, pas quelque chose qui se passe en arrière-plan ou en cachette. Il y a un tweet par saison, par année, à chaque marque. Et c'est important d'avoir cette transparence de procédé. Donc, tant que malheureusement, il y a encore des marques sur Twitter, nous y restons. Même si beaucoup de notre activité plus générale se trouve maintenant ailleurs. Alors, je ne vous cacherai pas une certaine sympathie pour le combat des Sleeping Giants, pour être très clair, par transparence. Et donc, j'ai demandé, mais comment parce que, voilà, ce qui me plaît, en fait, dans ce combat, c'est que je souligne ici assez souvent la difficulté qu'ont les citoyens à s'engager dans des combats sur, notamment, la critique média. Et pour moi, c'est une forme aboutie de la critique média d'aller taper au portefeuille, même si, évidemment, pour Bolloré, ça ne représente pas grand-chose. Mais n'empêche que. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment les citoyens pouvaient les aider, participer à ce combat contre les médias condamnés, je répète, condamnés, notamment Rivarol, c'est-à-dire que les Sleeping Giants
par exemple, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils contactent des enseignes pour demander à ce que Rivarol, donc le journal royaliste d'extrême droite antisémite qui a été condamné à plusieurs reprises, soit retiré des kiosques. Voilà. Et donc, j'ai voulu savoir comment pouvoir les aider. Alors, c'est pas pour les aider en tant que tels, mais c'est pour participer à ce mouvement citoyen de régulation des médias. Je vous laisse écouter la réponse de Rachel. Alors, en relayant nos posts, peu importe sur quelle plateforme, si c'est Blue Sky ou Masto ou Twitter, parce qu'il y a de plus en plus d'annonceurs quand même aussi sur Blue Sky maintenant, et nous les félicitons, de relayer nos alertes, d'interagir avec nous quand nous faisons des alertes Rivarol. Voilà, partager le poids que c'est ce combat de tous les jours. Tout le monde peut être un sleeping giant, il ne faut pas investir énormément de temps. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est taper au portefeuille, taper les milliardaires au portefeuille quand on sait que les milliardaires sont justement milliardaires et qui sont d'une certaine manière en réseau. L'ancien président Joe Biden, qui n'a pas non plus été le président des pauvres, a indiqué qu'aux États-Unis, il y a une forme d'oligarchie qui se mettait en place. En France également, il y a une oligarchie qui se met en place. Est-ce que c'est pas contre-productif dans la mesure où, par exemple, Libération, enfin, un certain nombre de quotidiens ont été blacklistés par le groupe de Bernard Arnault, qui est dans le luxe, enfin, qui a beaucoup de marques qui font de la publicité. Et finalement, c'est dans une sorte de parallélisme des formes que les Sleeping Giants agissent, mais ils agissent sans être connectés au monde de l'entreprise, au monde de l'argent. Et quelque part, ils légitiment ce type de procédé au détriment peut-être des médias de gauche, des médias indépendants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait se retourner un peu contre les médias indés dans cette configuration, penses-tu ? Alors, ça rejoint exactement le débat sur l'interdiction des groupuscules d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un débat à gauche et à ce qu'on appelle l'extrême gauche. Mais il y a un débat à gauche, à savoir, est-ce qu'on doit se féliciter ou pas de l'interdiction, par exemple, de génération identitaire ou de groupuscules à Angers ou ailleurs, j'ai oublié les noms, mais à Lyon, enfin tous les bars néo-nazis, il y en a à Lille, enfin un peu partout. Parce que, alors évidemment qu'on peut s'en réjouir a priori, mais c'est la porte ouverte, c'est une espèce de comme ça, de porte ouverte à d'autres interdictions qui pourraient du coup toucher des associations humanitaires, des associations de gauche et ainsi de suite. Et donc c'est une vraie question. Donc oui, tu as raison, il peut y avoir un retour de manivelle, mais c'est un engagement. C'est comme ça que je l'ai compris. Alors, j'espère ne pas trahir la parole de Rachel et des Sleeping Giants, mais c'est un engagement. Et à partir du moment où vous avez un engagement, il est uniforme, c'est-à-dire que là, c'est un engagement contre la presse raciste et pour incitation à la haine raciale. Donc, ils ont, j'ai envie de dire, choisi leur camp. Et c'est tout à fait normal qu'ils se battent dans ce sens-là. Mais oui, tu as entièrement raison, c'est une très bonne question, Théo. Il peut y avoir un retour de manivelle, il peut y avoir un retour de feu, mais j'ai envie de dire que c'est déjà un état de fait. Comme tu l'as dit pour Libération, mais alors c'est encore plus vrai pour l'Humanité, qui par exemple, l'Humanité souffre très clairement d'un déficit de recettes publicitaires du fait d'être effectivement blacklisté par un certain nombre d'entreprises, de marques. Pourquoi ? Parce que l'UMA très régulièrement dénonce et enquête sur des entreprises et sur les agissements des entreprises sur les plans sociaux jugés illégaux et ainsi de suite, sur les profits, sur toute une série de choses. Et donc, c'est un combat permanent, ça date pas d'hier, ça ne va pas arriver demain, c'est déjà un état de fait. Et donc, je ne vois pas pourquoi, à mon avis, les Sleeping Giants se priveraient d'aller sur ce terrain-là. On va observer leurs actions, en tout cas, et on passe au coup de cœur. Oui. J'ai plusieurs coups de cœur cette fois-ci. Tzedek, on en a parlé ici quand on avait évoqué le printemps républicain et son organe central. On en a encore parlé avec Daniel Schneiderman la semaine dernière, à savoir Franc-Tireur, absolument, qui avait titré Juif, mais pas trop, à propos de Tzedek, donc une association, un regroupement, alors je ne sais pas si c'est une association d'ailleurs, mais un mouvement en tout cas de Français de confession juive ou de culture juive progressiste,
et qui, ce week-end, donc le week-end prochain, vont se retrouver à Paris. Donc on va voir leur carton d'invitation. Alors c'est à l'occasion des 80e anniversaire de la libération des camps, et notamment évidemment d'Auschwitz. Un juif, mais pas trop quand même. Hein. Bravo Enthoven et toute sa clique d'antisémites. Je trouve ça extraordinaire. Bref, j'y serai et je vous invite évidemment à y aller, à réserver votre place. L'autre coup de cœur va aller à un livre de Myriam Kemener et d'Amélie Koch. Alors, il est extrêmement intéressant parce qu'il va parler des hackers. Et les hackers, ce qui est assez marrant, ça s'appelle Hackers, éthique et cybersécurité. On va voir la jaquette. Opportunités et défis. Pourquoi je me suis intéressé à ce livre qui est paru chez LGDJ, un savoir-faire de l'extenso, parce que, en fait, les hackers... Le concept de hacker, alors je sais pas si tu connais un peu les hackers, toi, si tu en connais des hackers. Oui, j'en connais peut-être pas personnellement. Si j'en connaîtrais, je te dirais pas. Mais... Ah, moi j'en connais personnellement et je le dirais pas non plus. Je donnerai pas leur nom évidemment. Mais il y a une espèce de fantasme autour des hackers. C'est toujours des méchants qui vont aller pirater les services informatiques des hôpitaux pour réclamer de l'argent. Tout. En fait, non. Il y a énormément de hackers et je fais un petit coucou à nos camarades de Reflet Info, parce qu'il y a des hackers qui sont au contraire là pour jouer le rôle de lanceurs d'alerte et qui font un travail que je trouve absolument formidable. Et donc, ça vient éclairer sur cette question. Donc, si vous vous intéressez à toutes ces histoires d'attaques informatiques et que vous n'y connaissez pas grand-chose et que vous voulez savoir comment on arrive, certains hackers arrivent à rentrer dans des réseaux pour justement aller dénoncer des dérives, je vous conseille la lecture donc, de ce livre de Myriam Kemener et d'Amélie Koch, Hackers, éthique et cybersécurité, opportunités et défis, chez LGDJ. Un autre livre, voilà, c'est juste un coup de cœur, je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, c'est une espèce de carnet de bord de Juliette Prado. Ça s'appelle Marée basse. C'est un roman qui est paru chez Arcane 17, qui est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement. Voilà, que je suis depuis très longtemps et qui vraiment déniche des véritables talents. Et ce livre, alors que j'avais sous le coude depuis un petit moment, donc je me suis empressé là pour le coup de vous en parler. Ce carnet de bord qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les films chorales, c'est-à-dire qu'elle va passer du temps avec des amis dans une résidence. Alors ça, je crois que c'est en Charente-Maritime. Et qui va vivre, pour le coup, quelque chose qui aurait dû se passer de manière classique et normale, de manière tout à fait anormale. Donc ça s'appelle Marée basse, au pluriel. Ça, c'est signé Juliette Prado, et c'est un roman paru aux éditions Arcane 17. Un tout dernier coup de cœur. Il va aller, alors, il vous aura pas échappé si vous êtes un fidèle de l'émission de la chronique de l'œil de Moumou, que j'ai un certain attachement à la SSE. Je voudrais faire un coucou à l'un de nos confrères qui s'appelle Jérémy Marié de France Bleu Saint-Étienne-Noir, alors qui maintenant s'appelle ici Saint-Étienne-Noir. Je trouve ce changement de nom discutable, on va dire ça comme ça pour être poli. Et c'est signé Paul Rivolier du compte Envers VERT et contre tous, et il va lui rendre hommage donc à ce fameux Jérémy Marié. Alors ça date d'il y a un an, mais c'est à chaque jour de match exactement la même ambiance. C'est tout à fait surprenant. Je ne sais pas comment il arrive. J'espère qu'il aura la retraite plus tôt parce qu'il tiendra pas jusqu'au bout. Je vous laisse écouter. Je me fais énormément de soucis ce matin pour un de vos collègues, Jérémy Marié. Ah bah oui, messieurs, dames. On voit la photo sur France 3 Loire. Bel homme de prime abord, commentateur vedette de cette antenne, la voix bleue des Verts, GG la patate pour les intimes. GG la patate. Eh bien, je crois qu'après 24 journées de championnat, GG la patate, il a atteint le maximum de ce qu'il pouvait endurer avec la SS. En témoigne plutôt l'état de santé mentale lundi soir lors de la rencontre entre Saint-Étienne et Troyes. Écoutez plutôt. La frappe de Sissoko. Oh le but de Sissoko. Il vient de nulle part celui-là. Et on a Magic Nadé là. Et le but de Mboukou. 3-0 pour les Verts. Oh Masson, le but de l'année. Masson qui nous envoie une praline dans la Lulu. Praline.
Et de 3, en jeu. Et c'est un drop, ce centre, c'est magnifique ce drop. Et boum, premier poteau, boum. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-0 pour les Verts. 5-0, 5-0, 5-0, C'est du codage binaire. 5-0. On passe aux remerciements. Une fois de plus, Mourad nous dit qu'il y en a très peu. Ah, promis, juré. Franchement. Alors, les remerciements ce coup-ci vont à Guillaume, qui est un fan de trekking. Alors, tu fais du trekking, toi aussi, non ? Non, mais bon. Ah, je croyais t'avoir vu sur le truc d'Himalaya. Je passe pas ça, c'est une erreur. Alain Huard sur les réseaux sociaux, donc le fameux Jérémy Marié, de nouveau, le confrère de France Bleu Saint-Étienne Noir, Mohamed de Choisy-le-Roi, Hassan Kérim de Radio Campus, avec qui je tiens une chronique tous les mardis régulièrement et dont on a parlé de toi cette semaine. Donc je vous invite à l'écouter à bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Tours pour savoir. Pour avoir un petit peu comme ça des informations, des indiscrétions sur toi, Théo. Il y a également Willy d'Orléans, Bled, Mamba et Imen, par ailleurs, elle, coordinatrice du mouvement BDS. Et elle a d'ailleurs été reçue ici, puisque le mouvement BDS, évidemment, le média en a déjà parlé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Mourad. Et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements, des dons de celles et ceux qui le soutiennent et qui l'aiment, bien entendu. Si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.